Bonsoir et bienvenue dans cette troisième émission du live de la télé du salon. Je lis pour apprendre des choses. Je lis parce que les livres osent, dit-elle dans un poème adressé aux enfants. Pourquoi je lis ? Suzy Morgenstern, l'autrice américaine la plus française de la littérature de jeunesse, couronnée cette année par le prix de la Grande Ourse 2024, est à nos côtés. C'est un prix décerné par l'équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Suzy, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Samuel Ibon. Samuel Ibon est comédien, interprète en langue des signes. Il va vous accompagner ce soir pour une lecture signée d'un de vos best-sellers, l'ouvrage La Sixième. Suzy, la Grande Ourse récompense une carrière marquée par l'audace, la fantaisie, plus de 60 ouvrages chez un grand nombre d'éditeurs. 160. Plus de 160 ouvrages, des albums, des romans, de la bande dessinée, mais aussi des titres en littérature générale. C'est aussi l'anniversaire du salon. Je sais que vous n'avez raté qu'une seule édition, donc vous suivez toute cette aventure aussi depuis 40 ans. Que représente pour vous cette distinction ? Je suis ravie. Tout prix, tout amour est bon à prendre. Et c'est une manifestation d'amour et je prends. J'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour ce salon. Et je suppose qu'en Milleron, alors tout va bien. Je sais que le salon a souligné votre audace. C'est une audace dans votre œuvre, bien sûr, mais aussi une audace dans votre vie. J'étais très marquée à la lecture de Mes 18 exils, paru à l'Iconoclaste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette audace, à la fois dans votre parcours et aussi dans votre écriture ? C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot clé dans ma vie. D'oser, de tenter, de se pousser. Il faut beaucoup se pousser, surtout à mon âge. Il faut se pousser pour se lever du lit. Et je pousse mon crayon me pousse et c'est une longue histoire d'amour entre nous. L'audace, c'est un but d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles combinaisons. C'est vraiment important pour moi. Vous avez marqué plusieurs générations de lecteurs avec des titres emblématiques qui sont devenus des classiques de la littérature de jeunesse. Je pense à La Sixième, bien sûr, parue à l'École des loisirs. Également Les Lettres d'amour de 0 à 10 ans. Et puis plus récemment, on a des ouvrages que vous avez écrits aussi en famille. Comment faites-vous pour rassembler toutes ces générations ? Et puis j'imagine que vous rencontrez au fil des salons des générations de lecteurs, des parents, des petits-enfants également qui vous accompagnent. C'est toujours très émouvant quand on me dit « j'ai lu votre livre et maintenant j'aimerais que ma fille le lise ». Alors ça, c'est un bonheur pour moi. En même temps, je ne fais rien pour rassembler les générations. Tout ce que je fais dans la vie, c'est écrire. Je suis chez moi, je me lève le matin et j'écris. Disons de 7 heures le matin à 7 heures le soir, tous les jours de ma vie. Et bon, si ce que j'écris sert à rassembler les générations, je suis très contente. Samuel, votre père était instituteur à Montreuil, il me semble. Tout à fait. Et je crois que justement, il vous a transmis aussi cette passion pour l'œuvre de Suzy. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce que ça représente pour vous ? Pour donner un exemple simple, la littérature de Suzy est chez nous depuis presque 40 ans. Ma sœur Sarah est née en 84, l'année de sortie de La Sixième, et elle-même a lu ce livre-là quand elle était au collège. Donc la boucle est bouclée. Et vous, Suzy, vous dites que l'enfant que nous étions reste en nous pour l'éternité. Quel lien faites-vous avec votre propre enfance dans votre capacité à écrire pour les jeunes ? Comment vous vous connectez encore et toujours à votre part d'enfance ? Mais j'ai un outil. J'ai écrit depuis l'âge de 7 ans mon journal intime.
et je le relis de temps en temps. Et toutes les petites choses qu'on oublie, moi, je les ai à l'écrit et en même temps en moi. Mais on oublie tellement de choses. Et c'est pour ça que mon prochain livre, c'est une guide du journal intime où il y a des extraits de mon journal intime tout le long du livre pour donner des pistes aux nouveaux écrivains à écrire leur journal intime. Donc vous êtes une militante de l'écriture, mais aussi une militante de la lecture. Je vous ai entendu à plusieurs reprises. Pour vous, c'est important de le rappeler aux parents, aux médiateurs, aux enseignants, aux bibliothécaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet aspect militant aussi de votre parcours? Oui, on est forcément militante quand on écrit des livres de jeunesse parce qu'on va dans les bibliothèques, on va dans les classes. J'étais dans une classe ce matin et c'était formidable. Et je crois que la passion est contagieuse. Donc, quand les enfants voient quelqu'un qui adore lire, qui adore écrire, ils ont envie de l'imiter. La lecture est une addiction comme une autre, mais c'est ma bonne addiction. Oui, vous venez de le dire aussi en partie, vous aimez rencontrer les lecteurs, vous venez aussi sur le salon pour rencontrer les lecteurs, vous parcourez la France, voire le monde, j'imagine, pour rencontrer les lecteurs. Qu'est-ce que vous apportent ces échanges avec les enfants et les parents aussi, j'imagine, au quotidien? Mais après 50 ans, disons, dans les classes, j'attends quelque chose de nouveau. C'est une question qui m'apprend quelque chose sur moi-même. Et ce matin, j'ai appris des choses parce qu'on a strictement parlé du livre, une nouveauté qui s'appelle L'apprenti roi. Et ils avaient vraiment pénétré ce livre et ils m'ont appris des choses qui étaient cachées de moi-même dans le livre. Oui, vous apprenez toujours encore à leur côté. Oui, ça c'est formidable quand j'apprends quelque chose des enfants que je vais voir. Alors, vous avez investi plusieurs genres littéraires, des albums, des romans. On vous trouve également en littérature générale avec ce titre « Mes 18 exils ». Est-ce qu'il y a encore des terrains littéraires que vous aimeriez explorer? Inédits. Je rêve d'écrire un polar. Mes enfants me disent que je ne suis pas assez intelligente. Parce que je ne suis pas très structurée, je ne sais pas où je vais. Et dans un policier, il faut savoir où on va. Tout me tente. Vous avez fait aussi des chansons, je crois, comédie musicale, chansons, j'ai lu. Ça, c'est un de mes rêves, c'est d'écrire des paroles des chansons. Mais je devais suivre un stage pour ça. Samuel, vous allez accompagner Suzy donc, sur l'un de ses titres best-seller, La Sixième. Comment vous avez intégré ce travail de lecture signée, en tout cas le recours à la langue des signes pour accompagner les lectures d'auteurs? Et là, peut-être sur ce texte, comment avez-vous travaillé Alors moi, je travaille toujours avec le même processus, c'est-à-dire que je lis moi-même ou je demande à l'auteur, ça dépend, de lire le passage qu'il veut que je traduise. Je l'enregistre et je travaille à partir de l'audio. Et je fais des pauses, je travaille l'adaptation et la traduction jusqu'à ce que j'en sois satisfait. Et après, je suis prêt pour le faire en direct. Alors Suzy, quelques mots sur ce titre, La Sixième. Je sais qu'il est emblématique dans votre carrière, on vous en parle beaucoup. Il a été inspiré par votre fille cadette. Je crois qu'en régie, on a aussi votre petit-fils qui est avec nous. La place de la famille dans votre écriture, dans votre quotidien, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant de passer à la lecture? Les pauvres, parce que c'est pas facile d'avoir une mère, une grand-mère qui espionne votre vie, qui exploite votre vie. Ma fille Maya, qui était le modèle, qui est la fille de la sixième, me rapproche maintenant d'avoir exploité sa vie pour ma propre gloire.
Mais elle était contente quand elle était en 6e et elle me racontait sa vie et je l'ai écrit tous les jours. Elle était très contente. Elle relisait. Non, mais c'est difficile. Je suis comme une espionne dans la famille. J'ai même une amie qui m'a fait signer un contrat comme quoi je ne parlerai jamais d'elle dans mes livres. C'est dur. C'est une affaire sérieuse. Noam, qui est avec nous aujourd'hui, j'ai écrit un livre un peu sur lui. Ça s'appelle I, Mamie. Hein? Il était content, je crois. Merci Suzy. Donc avant de retrouver Samuel et Suzy pour une lecture signée de la 6e, nous allons partir en cuisine avec Alice Buteau qui va nous donner 3 ingrédients pour faire un beau et un bon livre. Les 3 ingrédients que j'ai choisis pour écrire un livre sont une idée tenace, des fenêtres et l'inconscient. Je n'ai pas de recette pour écrire un livre, mais j'ai des ingrédients, tout un tas d'ingrédients, j'en ai choisi 3. Et le premier, qui est à l'origine du livre, c'est l'idée tenace. Alors l'idée tenace, elle apparaît, elle s'allume dans la tête, comme ça, d'un coup. À la différence des autres idées qui ne sont pas tenaces, celle-ci reste allumée très longtemps. Ça peut aller de 6 mois, 1 an, 2 ans, même 3 ans parfois. Alors que les autres idées, elles s'éteignent. Comme c'est une idée, je dirais pas obsédante, parce qu'elle me contraint pas dans ma vie quotidienne, mais elle est là, elle résiste, et donc c'est comme si elle m'appelait, elle vit en moi, la lumière est allumée dans un petit coin de ma tête, et peut-être qu'il y a un travail qui se fait malgré moi, avec cette idée qui s'allume de temps en temps, régulièrement, et puis que ça travaille en moi. Et au bout d'un moment, je me dis qu'il faut que j'écrive le livre, rien que pour me débarrasser de cette lumière et passer à autre chose. Mon deuxième ingrédient, c'est des fenêtres. Autant de fenêtres que possible. Cette fenêtre, c'est la fenêtre par laquelle Peter Pan, Wendy et ses frères s'envolent vers le pays des enfants perdus. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de la chambre de Timothy, dans Les filles montent pas si haut d'habitude. Cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de mon salon, chez moi. Donc le salon dans lequel je travaille. Je suis allergique au bureau, donc je travaille sur mon canapé. Plusieurs fois dans la journée, je fais des allers-retours entre mon canapé et la fenêtre. C'est vraiment un endroit à la fois où je réfléchis, et où ma pensée s'envole, et puis en même temps où je n'oublie pas le monde, je n'oublie pas les gens qui passent, qui courent, la vie, quoi. Pour que quelque chose se passe, je pense qu'il est préférable de laisser les fenêtres ouvertes, et elles peuvent donner lieu à de nouvelles idées. La création, ça se passe entre un canapé et une fenêtre. Mon troisième ingrédient, c'est l'inconscient. Quand j'écris, je fais confiance à mon inconscient. Et c'est un peu comme quand je dessine. Voilà, c'est pour ça que j'ai apporté ce classeur avec des dessins. Quand je dessine, souvent je ne réfléchis pas en fait. C'est ma main qui guide le geste. Et il y a un peu de ça aussi dans l'écriture, où je fais confiance à cet inconscient. C'est une disponibilité à ce que l'inconscient puisse faire son travail dans l'écriture et le laisser œuvrer de manière souterraine et mystérieuse et profonde. Et en fait, ça crée, je trouve, des couches des profondeurs en fait, et des motifs qui parsèment les livres. En plus de mes ingrédients, j'utilise aussi des ustensiles, et notamment une épuisette. C'est une épuisette qui sert à attraper les clichés, à chasser les clichés, les lieux communs, les banalités. Et c'est très important. Et comme on laisse quand même échapper quelques clichés, faut pas hésiter à demander un coup de main. Moi, j'ai mon compagnon, Guillaume, qui relit tout ce que je fais, parce que il est à la fois généreux, mais très intransigeant. Là, il a écrit Yes. Ici, il a écrit Psychopathe.
parce que pourquoi? Quand il souligne en vague, c'est pas bien. Quand il souligne droit, c'est bien. Donc un coup de main, si vous avez ça autour de vous, c'est important parce qu'en plus l'écriture c'est très solitaire. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous fait des retours. Puis c'est bien qu'ils disent aussi que des choses sont bien. Donc prenez aussi quelqu'un qui dit que les choses sont bien. Nous sommes de retour sur le plateau avec Samuel Libon et Suzy Morgenstern pour une lecture signée de l'ouvrage La Sixième. Monsieur Maldonné se racla la gorge pour proclamer « Je viens de lancer un concours de poésie sur le thème de l'école en 6e 2. J'invite les meilleurs élèves de la 6e 6 à composer le jury du concours. Ceux qui ont plus de 13 de moyenne sont convoqués jeudi prochain pour juger les poèmes et choisir les gagnants. » Margot était ravie. Jurer d'un concours était une occupation idéale. Surtout, elle n'avait pas de poème à écrire, rien à faire, simplement à écouter. Le lendemain, une fille qu'elle connaissait vaguement lui apporta un gâteau après la cantine. « J'espère que tu aimerais mon poème. » D'autres furent moins subtils. « T'as intérêt à voter pour moi. » Margot recueillit des cadeaux divers. Un porte-clés, un effaceur, un canard en plastique, en se demandant pourquoi on cherchait à lui faire plaisir. Une amie lui recommanda de voter pour son cousin. Sa voisine la supplia de choisir le poème de sa meilleure amie. On l'assaillait de sourires et de prières silencieuses. Jean l'accusa. « Achetez, va. » « Mais je voterai pour le meilleur poème, déclara-t-elle. C'est tout. » Le jeudi poétique arriva. Le premier récitant nasilla hâtivement. Le matin, c'est la course, culottes, chaussures, chaussettes. Je n'ai vraiment pas la force. Les chaudes, tartines, chocolat, noisettes. Ça y est, c'est l'amour, livre, cartable, pochette. J'y vais comme un grand nounours, jambe gauche, jambe droite, à l'aveuglette. Margot nota 15 sur 20. Elle le trouvait intéressant, mais mal récité. L'élève est un gâteau dont voici la recette. On y verse 2 tasses de français, 3 tasses de maths, 1 tasse de séance nat, 1 tasse de physique, 1 demi-tasse d'histoire géo, quelques cuillères à soupe d'anglais, 1 cuillère à café de sport, 1 pincée de musique, 1 pincée de dessin. On le remue et on le verse dans un moule beurré. On le fait cuire à fort moyen. Quel étouffe chrétien! Margot inscrivait 16 sur 20. C'était bien, mais il ressemblait un peu trop à celui de Raymond Queneau. Un défilé de 5 poèmes sans queue ni tête, sans rythme ni rime, sans sens et sans vie suivirent. Margot aurait aimé s'endormir, mais elle se forçait à écouter chacun d'eux attentivement. Le cousin de son ami la réveilla avec un poème mis en musique qui chanta en jouant de la guitare. Je bouge, bouge, et oui, et oui, et oui, de la classe en classe, en classe, et puis, je vois rouge, 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 je m'ennuie, nuit, ça me tracasse, casse, je m'enfuis la nuit dans mon lit. Les paroles n'étaient pas géniales, mais il avait si bien chanté, avec tant d'accords et de tempo, que Margot fut très émue.
Elle pensait que cette chanson pouvait devenir le tube de l'été. 18 sur 20. C'était difficile de succéder à cette prestation. Et manque de chance, c'était juste le tour de Sylvie. Mais Sylvie sut diriger les rimes de son cœur directement vers le cœur des auditeurs, avec la force de la simplicité. On sentait qu'elle croyait en ce qu'elle prononçait. Margot ne put faire autrement que de lui donner 20 sur 20, même si elle trouvait son poème un peu pain-bêche. J'aime l'école, quel drôle d'oiseau, vous me croyez folle? Non, je vais faire un tableau. J'aime me lever le matin tôt, en savoir ce que je vais faire. Chaque seconde est remplie de boulot, chargé est mon horaire. J'aime changer de professeur toutes les 50 minutes. Les cours sont très formateur, je sens que je débute. L'école n'est pas une géole, je le crois de tout mon cœur. Elle a un grand rôle, l'école a tant de valeur. Êtes-vous preneur? En réfléchissant, Margot changea sa note. 20 sur 20 était trop. Ce poème n'est pas réaliste. Il n'y a pas que des bons côtés à l'école. C'est pour ça qu'on a besoin de la réforme, médita-t-elle, comme si on avait lu dans ses pensées. Le poème suivant montrait l'autre face de la 6e. La 6e de mes rêves n'avait pas de mur, ni de chaise dure, ni de moisissure. La 6e de mes rêves n'avait pas de punition, ni d'interdiction, ni de compétition. La 6e de mes rêves était pleine d'idées, une énorme récré, de douces journées. La 6e de mes rêves reste endormie, presque dans l'oubli, d'un réveil trahi. Margot aimait ce poème. Elle lui donna 18 sur 20, mais elle commençait à avoir une indigestion de poésie, trop de rimes, trop de phrases courtes, trop de sirop. Elle regarda tout autour de la classe. Les jurés donnaient l'impression de mourir d'ennui. Et les auditeurs avaient l'air d'assister à un enterrement. Le prof ressemblait à un touriste assis dans un café au bord de la mer, fixant d'un regard absent un point derrière l'horizon. Au lieu d'un verre de pastis, il tenait une collection de sucettes qui allait servir de prix de poésie. Ça tombe bien, pensa Margot. Des sucreries pour récompenser des sucreries. Elle essaya d'imaginer le prof en train de lécher une sucette. Il jouait au maître de cérémonie. Quand il n'était pas perdu dans ses rêves au bord de la mer, il présentait les poètes. Il sauta presque de joie quand il arriva au dernier poète avant les délibérations du jury. Est-ce que ce fut un hasard si ce dernier poème court emporta la préférence de Margot? Laurent le lança comme une bombe. Il dévisagea le prof, puis le jury et récita. Pourquoi, dites-moi, l'école a-t-elle existé? Ce n'était pas une bonne idée. Car maintenant, nous sommes des oies que l'on gave. Pour en faire quoi? Quoi? Le prof fit une grimace amère, mais le poème laissa l'auditoire songeur. Monsieur Maldonnet recommanda de faire attention au choix du gagnant.
Rappelez-vous le ton, la forme et les mots. Margot était sûr qu'il allait les persuader de choisir l'école qui s'envole de Sylvie, mais il resta discret sur son option personnelle. Le débat était presque violent entre les défenseurs du poète-chanteur et ceux de Sylvie avec sa bonne école. Margot était seule à plaider pour l'école des oies. Philippe affirma: il est super, la présentation avec la guitare était parfaite, c'est le seul qui ait lié la musique, la poésie et l'école. Mais tu as vu un peu les émotions de Sylvie, l'amour, le travail. Margot intervint timidement. J'aime le poème de Laurent parce qu'il soulève des questions importantes. Oui, mais poser des questions ne veut pas dire poème. Musique et guitare non plus. Au moins, on ne s'est pas endormi. C'était le plus divertissant. Bon, d'accord, céda Margot. C'est vrai, la guitare l'avait réveillée. Avec le vote de Margot, le guitariste eut la majorité des voix. Ce fut seulement bien après la remise des sucettes que Margot eut des remords. Elle craignait de s'être fait avoir par le numéro le plus tape à l'œil et elle regrettait de ne pas avoir eu de meilleurs arguments pour défendre son choix. Sa réflexion l'amena à rédiger elle-même un poème. Est-ce qu'on peut apprendre à parler à l'école? Peut-on nous enseigner comment nous défendre? Est-ce qu'on peut nous montrer où aller à l'école? Peut-on nous expliquer le chemin? Comment éclairer le chemin? Est-ce qu'on peut nous faire connaître la vie à l'école? Peut-on révéler ses secrets? Qu'est-ce que c'est la vie? La guerre. L'école, c'est la vie. L'école, c'est la guerre. À l'école comme à l'école. Margot rangea son poème dans son classeur de 6e. Merci Suzy, merci Samuel. C'était très beau de vous voir et de vous entendre. Le live, c'est fini pour ce soir. Moi, je vous retrouve demain pour les 40 ans des éditions Syros. Et la télé se poursuit bien sûr jusqu'à 20h30 avec les éditeurs Ce Livre, Kili d'Or et l'entretien. Très bonne soirée à tous, merci.